Salutations à toutes et à tous. L'Instant académique et la chaire de littérature de l'Académie du Royaume du Maroc ont le plaisir d'accueillir 3 voix féminines de la littérature non seulement marocaine, non seulement africaine, mais de la littérature universelle pour un colloque qui a pour titre « La littérature féminine existe-t-elle ? Esquisse de liquidation d'une question byzantine ». Nous ne traiterons pas ce sujet directement, mais nous l'aborderons sous divers angles à travers les écrits de nos invités qui nous diront d'abord quel est l'axe principal de leurs œuvres et ensuite nous évoquerons divers sujets dont le colloque auquel elles participent. Bonjour mesdames. Bonjour. Nous sommes évidemment ravis de vous accueillir et la parole va revenir à Aja Razel, qui est une écrivaine qui vit entre 2 mondes, ou plutôt entre 2 continents, l'Europe et l'Afrique, le Maroc, son pays natal. Et nous évoquons ici vos premiers ouvrages. Et il se trouve que le vôtre, L'envers de l'été, évoque un moment, un instant. Alors pour l'instant académique, est-ce que vous pouvez nous résumer la thématique de ce premier roman qui a été évidemment remarqué, qui est remarquable? Merci beaucoup pour votre accueil, vraiment heureuse d'être ici, en plus avec mes compagnonnes d'écriture avec qui on échange et on s'inspire mutuellement. Pour ce roman, en fait, mon idée, c'était d'interroger le territoire de l'enfance. Donc, tout commence dans un village qui s'appelle Tefl, qui est un village imaginaire dans lequel ma narratrice passe que ses étés. Et elle va découvrir ce village différemment à la mort de sa grand-mère. Donc, la grand-mère est une matriarche qui veille un peu sur une grande famille, qui réussit à rassembler une fratrie qui est éclatée entre plusieurs pays. Et à la mort de cette grand-mère, c'est un petit peu la narration familiale qui va vaciller, qui va trembler, et vont apparaître des points de vue différents sur cette histoire familiale. Chacun va réclamer un petit peu une part de l'histoire à laquelle il n'avait pas forcément une voix au chapitre. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un personnage en mouvement qui est entre les deux et qui, par cet aller-retour, va interroger les membres d'une famille qui détiennent chacun une vérité, et notamment les femmes, qui sont des personnages qui ne parlaient pas jusqu'ici et qu'elle va faire parler. Et voilà, donc cette idée d'avoir des personnages en mouvement qui interrogent leur héritage et l'histoire un petit peu collective, c'est quelque chose qui me fascine et que je continue à poursuivre dans le reste de mon travail. Interroger l'histoire, c'est aussi un moyen de reposer parfois des questions délicates. À la mort de la grand-mère d'ailleurs, comment s'appelle-t-elle? Gaïa, la terre. Alors Gaïa, ça évoque aussi l'Antiquité grecque, ça évoque un monde mythique. Et cette matriarche, comme vous dites, elle est partie, mais elle a laissé une maison. Et cette maison est aussi un enjeu. Tout à fait. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette question un petit peu philosophique de la narration, une narration dominante, la narration de quelqu'un qui décide de rassembler tout le monde autour d'une ronde, où on se tient par la main. Et quand une personne qui est fondamentale dans cette histoire disparaît, et bien en fait, on ne se tient plus par la main et chacun essaie de retrouver sa place. Mais tout ça, c'est une question philosophique, mais qu'on peut déployer à travers la maison, qui est un lieu très concret, dont on voit les fissures, dont on voit les lézardes. Il y a ce figuier aussi qui est au cœur de cette maison, où chaque été, la famille récoltait les figues. Et tous ces moments-là sont revisités par les personnages. Et donc la maison permet d'incarner en fait, de façon très concrète, de façon sensorielle, comment un lieu d'union peut devenir un lieu de désunion. Mais on peut le voir de façon tragique, mais c'est aussi pour moi un passage obligé de la vie d'adulte d'accepter que certaines narrations, certains mythes avec lesquels on grandit doivent être un petit peu grattés
pour pouvoir passer à l'âge adulte et pour pouvoir accepter aussi la vie telle qu'elle est. Et donc pour moi, c'était un roman en fait, de sortir de l'enfance aussi, peut-être pour mieux voir le monde en fait. Et porté par des personnages féminins. Il y a May, mais il y a aussi sa cousine. Oui, oui. Alors ça, c'est, je me rends compte maintenant de texte en texte. C'était pas forcément délibéré cette place faite aux personnages féminins, mais je pense que fatalement, on écrit aussi pour peut-être créer des personnages qu'on n'a pas trouvés dans les livres qu'on a lus. Et moi, je sais qu'il y a un passage d'Aurélien d'Aragon qui parle de la quête de l'absolu et qui dit que c'est une passion qu'on voit souvent chez les âmes élevées, les génies, les artistes, mais que c'est la même passion qui touche une mère de famille qui, à force de frotter le mur, va laisser le lait filer et la maison brûler. Et je trouve cette dimension de cette quête de l'absolu qui est souvent dépeinte de façon grandiose, voilà, dans la littérature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la déplacer et de l'incarner à travers des personnages féminins qui, pour moi, sont tout aussi grandioses. Et dans ce roman, c'est le personnage de Nina, qui est écarté de l'héritage, qui apparemment est un personnage secondaire et qui va sceller la fin du roman. Et je pense qu'au fond, dans ma quête littéraire, il y a cette idée de faire de personnages secondaires, petit à petit, des personnages qui deviennent centraux dans le texte. Vous avez convoqué Aurélien, qui est un roman donc d'un poète qui a été tiraillé lui-même entre la narration poétique dans le genre, si on peut dire, et puis la partie romanesque qui peut brasser évidemment beaucoup de personnages, y compris des mythes. Et dans Aurélien, il y a cette fête des masques qui renvoie un peu à notre Afrique, n'est-ce pas? Oui, alors c'est un problème, c'est que j'adore les personnages et donc j'ai toujours une foule de personnages et je ne vois pas comment effectivement on peut écrire depuis l'Afrique sans avoir toutes ces voix, toutes ces contradictions, Enfin, moi c'est ça que j'adore dans la littérature, dans un roman, c'est qu'il y a plusieurs vérités et finalement le propos du roman c'est la somme des vérités de chaque personnage et donc ça nécessite de trouver des formes qui permettent de faire des places à cette multitude de vérités et aussi à l'oralité, à d'autres façon de raconter le monde. Et peut-être dans le deuxième roman, je l'ai encore plus expérimenté dans celui-là. C'est vrai que c'était aussi, il y avait un lien avec Camus, donc L'Envers de l'été, c'est aussi un peu ma réponse au texte de l'été de Camus. Donc une langue plus classique, mais dans ma quête littéraire, il y a aussi vraiment une idée de faire exister des langues, des voix, des fantômes, des mémoires qui sont nécessairement orales, puisqu'en Afrique, c'est notre tradition. C'est très bien dit, langue, voix, oralité, c'est presque une transition pour aller vers Marrakech. Et je n'ose pas dire la place Djema Efna, mais puisqu'il y a quelqu'un parmi nous qui vient de Marrakech, je veux saluer Rania Berada tout de suite et la remercier d'être présente ici à l'Académie. C'est la deuxième fois, je crois. Tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation. J'étais venue lors de la parution de l'anthologie dans laquelle figure mon texte et aussi celui de Samira et Hajar, et je crois que c'était il y a 2 ans. Donc effectivement, c'est ma deuxième fois ici. Oui, c'est vrai. Et il faut citer peut-être les initiateurs de ce projet qui vous ont réunis. Et il y en a parmi ceux qui ont initié quelqu'un qui est de Marrakech. Exactement, aussi. exactement. Et qui n'est pas une femme. Qui n'est pas une femme, mais qui est un enfant. Qui est un grand enfant. En fait, Mahi, c'est un peu grâce à Mahi que cette anthologie, Mahi en tout cas, Bin, mon texte figure dans cette anthologie, parce que c'est lui qui a dit tout le bien, qui pensait de mon texte à Leila Chaouni, qui coédite avec sa maison, le Fennec, le coffret. Et oui, comme vous dites, c'est une figure de Marrakech, initiateur entre autres, avec Younes et d'autres, du Flamme, festival du livre africain de Marrakech. Et évidemment, c'est une figure incontournable de Marrakech et même de la littérature marocaine en général. Très bien. Alors, on a parlé de Leila, l'éditrice, mais aussi de la partition de l'Académie du Royaume du Maroc qui a soutenu ce projet. Et c'est vrai que nous sommes aussi réunis ici parce que, vous l'avez rappelé, il y a eu un coffret dans lequel sont inscrits vos ouvrages. Et c'est une suite de cette publication de ce coffret qui nous permet de nous retrouver. Alors, Rania, vous, avec Najat ou La Survie,
D'où vous est venue cette idée de pouvoir raconter un personnage qui a besoin d'une existence conforme à ses vœux, à ses rêves, mais que cette existence se passe ailleurs, comme c'est parfois souvent le cas? Alors l'histoire, je l'ai puisée dans la vraie vie. En fait, ce personnage m'a été inspiré par quelqu'un de ma famille. Ma mère vient de Oujda. Elle a grandi à Oujda et plus tard, elle est venue habiter ici à Rabat. Et moi, je passais presque tous mes étés jusqu'à mes 18 ans là-bas. 2 mois, parfois même 3. Et donc, j'ai été bercée par cette histoire. Et j'ai grandi avec cette histoire de cette jeune femme qui avait cette aspiration, qui était de pouvoir faire des études de biologie et qui ne pouvait pas le faire à Oujda et qui avait donc une seule idée en tête, c'était de pouvoir partir pour pouvoir étudier, et en l'occurrence en Europe, quoi. Donc en fait, c'est 20 ans de la vie de cette femme. Quand le livre s'ouvre, on est à la fin des années 90. Elle est étudiante à Oujda et donc elle n'a qu'une idée en tête, c'est de partir. Et donc toute la première partie du roman, c'est on la voit se débattre pour essayer de trouver la solution la meilleure qui va pouvoir lui permettre de partir. Donc ça passe par une inscription qui va en Allemagne qui échoue et puis après elle va essayer de se marier. Enfin, donc il y a plusieurs péripéties qui au final l'amènent finalement à partir en France, en Normandie, et ça c'est la deuxième partie du livre. Alors nous sommes dans un registre de première édition. C'est votre premier roman et je veux m'attarder un peu sur le titre, l'Incipit. Plus elle le regarde, plus elle l'entend parler, moins elle en doute. Quel est le doute ici que vous convoquez? Le doute, alors je vais prendre ma casquette féministe tout de suite, mais le doute inhérent même aux relations entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que quand même dans ce livre, les hommes globalement ne sont pas dépeints de façon, je veux dire, ils ne sont pas sous leur meilleur jour. Et que elle, sa vie n'a été qu'une succession de désillusions liées au fait que des hommes lui ont promis des choses, un oncle, un frère, un père, un mari, qui n'ont pas pu tenir. Et donc le doute, c'est est-ce que je peux lui faire confiance? Mais c'est une question qui revient souvent tout au long du livre avec plusieurs hommes. Alors le doute devient existentiel. Est-ce que vous savez très bien que la problématique de l'immigration est souvent posée pour une Afrique qui doute d'elle-même? Est-ce qu'ici, à travers un récit qui peut être autobiographique dans certains côtés, vous avez opéré, en revenant vivre à Marrakech, une revisitation de vos doutes? Est-ce que du coup l'Afrique est une terre qui peut épanouir ses populations? Moi, ce qui a présidé à mon retour, d'abord, c'est une question très égoïste, c'est que mon pays me manquait, ma langue me manquait, mes concitoyens me manquaient. Et donc quand je suis revenue au Maroc, c'était aussi parce qu'à un moment donné, je me disais, mais, et peut-être que je vais anticiper sur votre prochaine question, mais ce qui traverse mes écrits, moi, c'est, enfin, je veux dire, je suis quand même j'investis ces relations entre le Maroc et la France parce que ça fait partie de mon histoire personnelle. J'ai fait mes études dans un lycée français, j'ai étudié en France, mais je suis marocaine. Et donc toutes ces questions des relations entre ces deux pays, qu'elles soient historiques, politiques, symboliques, m'intéressent. Et à un moment donné, je me voyais un peu m'éloigner en fait de certaines questions inhérente au Maroc et au fait d'être en fait installée au Maroc. Et je me disais quand même, il faut que tu puisses renouer avec les questions qui traversent ce pays et tu ne peux pas le faire pleinement en étant installé ailleurs, surtout que ces questions continuent à traverser le texte que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc c'était un retour aux sources, mais qui était aussi une obligation pour moi presque morale, du fait que je continue à m'intéresser d'un point de vue littéraire aux questions qui se posent dans le Maroc actuel. Et la langue en est une? La langue en est une, oui, parce que comme Hajar, dans ce roman, il y a des mots en arabe. Exemple? Quelque chose qui... Oui, il y en a plein. Enfin, je veux dire, il y en a plein et des mots. Et d'ailleurs, ça a été vraiment
ça a été je vais dire un bras de fer, non, c'est pas vraiment un bras de fer, mais en tout cas, ça a été une question qui s'est très vite posée avec ma maison d'édition parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mots en arabe, dont certains étaient intraduisibles, et nous avons décidé pour beaucoup de ne pas les traduire, puisqu'on est parti du principe qu'on pouvait les comprendre dans le contexte, de la même façon qu'il y a des mots espagnols, italiens ou autres dans des textes français qu'on comprend dans le contexte. Et moi, j'avais vraiment à cœur de les inscrire parce que l'oralité et même la translittération, c'est une question très importante parce que c'est posé aussi la question de comment on les écrit, ces mots arabes. Et moi, je voulais absolument qu'ils soient écrits en suivant les usages, c'est-à-dire ce français, ces lettres latines avec laquelle les jeunes écrivent la Darija au Maroc. Et même si ce n'est pas une translittération académique, je tenais à ce qu'il y ait ces chiffres et je tenais à ce qu'il y ait cette façon dont on les écrit ici. Ça me paraissait très important parce que, encore une fois, c'est un livre qui est très réaliste, qui se veut naturaliste et je ne pouvais pas avoir cette translittération-là dans ce texte-là. C'est une carte d'identité actualisée d'un pays à un moment donné de son histoire et de la question linguistique. Je vais passer à notre Samira El Ayachi. Vous vivez à Lille. Vous ne pensez pas encore au retour? Bonjour, déjà merci de l'invitation. Je suis ravie d'être ici avec mes collègues d'écriture. Je vis à Lille, mais il se trouve que mon bureau d'écriture est à Tanger. Donc en fait, j'écris depuis le Maroc, depuis que j'ai commencé voilà, ma carrière de romancière. Je trouve dans ce pays d'où sont nés mes parents une temporalité, un espace-temps qui correspond à mon écriture. Vous voyez, le déménagement existe déjà. Oui, c'était juste une petite question piège, mais vous en êtes échappé de fort belle manière. Le titre de votre livre, puisque nous sommes dans un colloque qui interroge la question de la place de l'écrivaine et du féminisme dans les relations à la fois entre les genres, mais aussi les messages que les femmes, en tant que personnalité particulière ou habitées par une histoire singulière, peuvent apporter à la littérature. Vous, le titre de votre livre, c'est Le ventre des hommes. Qu'avez-vous trouvé dans leur ventre? La question féminine m'intéresse beaucoup aussi. J'ai un roman qui s'appelle Les femmes sont occupées qui aborde cette question-là. Mais c'est vrai que pour Le ventre des hommes, ce que j'y ai trouvé, c'est beaucoup de solitude. C'est une solitude existentielle, c'est une exclusion sociale aussi et des histoires qui n'ont pas été racontées. Donc des récits manquants. Je me suis attelée, j'ai pris beaucoup de temps pour écrire ce roman auquel je tiens énormément, avec la volonté peut-être inconsciente, je ne sais pas, mais de faire œuvre de réparation, ce que peut aussi la littérature. Donc raconter l'histoire oubliée de ces hommes, de cette histoire inconnue du grand public et que moi-même je ne connaissais pas avant d'avoir commencé à l'écrire. Oui, l'idée de soigner, de guérir, de réparer est présente dans ce texte. Et vous avez repris presque une chanson révolutionnaire. Ça va aller, ça va aller. Ah, ça c'est à travers la voix de la mère, oui. qui connaît très peu de mots en langue française, alors que ça fait 40 ans qu'elle est installée dans le pays, voilà, qu'elle est installée en France. Et c'est vrai qu'elle représente la mère donc de Anna, le personnage principal, cette figure un peu stable, peut-être une femme issue d'un village et qui est arrivée en France et qui n'a absolument pas bougé, mais il faut voir quand même ce que ça veut dire. Oui. Elle n'est pas arrivée de ville, elle n'est pas arrivée de Casa ou de Rabat, elle est venue d'un village dans le sud du Maroc, à Zagora, 40 km après des pistes encore pour arriver dans le village. Elle est propulsée comme ça du jour au lendemain, sans outils, et c'est vrai que les seuls mots qu'elle sait dire en français sont magnifiques. Ça va aller, ça va aller. Je trouve ça très beau, ça dit tellement de choses de cette façon africaine peut-être de vivre et de... C'est l'optimisme, c'est pas Candide ou l'optimisme, mais presque.
vous y croyez. C'est une philosophie. Oui, une philosophie de la traversée des douleurs. C'est un livre aussi étonnant à la fin. J'évoquais l'incipit pour ce qui concerne Rania. Et pour vous, la fin, est-ce qu'elle laisse sur la fin ou elle clôt un cycle d'interrogation par des conseils, par des secours comme ça que l'on apporte au lecteur? Je n'espère pas donner de conseils au lecteur, j'espère proposer une expérience et une traversée de qu'est-ce que c'est qu'être dans la peau, dans la tête d'un homme qui est venu de Zagora pour aller travailler dans les mines de charbon au tournant des années 70. Tout le monde a parlé d'eux, les houillères, les sociologues, les journalistes, mais on n'a pas accès, et moi-même, à se mettre dans la peau de l'autre, de vraiment vivre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'exil, être coupé de sa famille, être en situation de survie, faire grandir ses enfants, essayer de se construire un avenir, essayer de se projeter. Donc c'est cette proposition-là que mon écriture tente de faire et qui m'a permis aussi de faire un pas de côté moi-même en l'écrivant et à me dire « Ah, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine » et en même temps restituer à ces hommes. On parle de 78 000 hommes qui sont venus au tournant des années 60-70 travailler dans le charbon, restituer leur dignité et les batailles qu'ils ont menées en tant que sujets, bien qu'ils aient été ballottés par l'histoire et par les ingénieurs et par les cadres de l'économie française, ils ont su construire un destin et ça m'intéresse de raconter une aventure. Alors, il y a le côté des corons du Nord que vous connaissez sûrement très bien. Il y a le côté social et des luttes qui ont traversé des trajectoires individuelles et collectives, puisque ça fait beaucoup d'hommes qui sont partis des territoires vers d'autres pour améliorer aussi leurs conditions d'existence et apporter une plus-value à la terre qui les recevait, et qui n'ont pas été toujours reconnus à leur juste valeur. C'est un peu un livre de la réparation historique, et pas seulement individuelle. Et oui, et puis restituer des vérités, il y a beaucoup de malentendus. En écrivant ce roman, par exemple, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment scotché, c'est que j'ai compris que ces hommes n'étaient pas partis parce qu'ils étaient pauvres, c'est ce qu'on a dit, ils partent, ils sont volontaires au départ. En réalité, j'ai compris en recoupant les informations grâce aux entretiens qu'ils étaient partis parce qu'il y avait de la sécheresse. C'était les premières sécheresses dans le sud du Maroc. Donc en réalité, ce sont les premiers exilés climatiques. Et ça change tout, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même propriétaires terriens. C'était des petits terres, ce sont des paysans. Donc ils n'étaient pas sans rien. Et au contraire, l'immigration a causé un déclassement social. Donc c'est complètement renversé le regard sur qui sont ces hommes. Est-ce qu'on les a regardés? Est-ce qu'on les a écoutés? Est-ce qu'on comprend qui ils sont? Est-ce qu'on est capable de les regarder à leur juste place? Donc l'exil est un déclassement social symbolique, très fort, et ça renverse en réalité le regard. Et oui, nous aurions pu vous inviter pour un colloque que nous avons organisé ici à l'Académie du Royaume du Maroc. L'exil n'est pas notre royaume. Réflexion sur la littérature diasporique. Et donc, vous y apportez un complément. Maintenant, nous allons changer de sujet et regarder les aspects positifs de cette Afrique. Il ne s'agit pas de la peindre uniquement en rose, certes, il y a des difficultés. S'il y avait un proverbe qui vous venait à l'esprit, cher Hajar, quel serait-il? Alors, il y a beaucoup de proverbes en Darija et en amazigh que j'aime, mais celui qui me vient, c'est « إلا كان المتحدث حمق اللي كيسمعو خصو يكون بعقلو ». Ce qui veut dire, si celui qui parle est fou, celui qui écoute doit être intelligent. Et moi, j'aime beaucoup cette sagesse qu'on a au Maroc, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, ce rapport à la parole, à celui qui prend la parole, au conte, au silence, à ce qu'on dit au-delà des mots. Dans les cultures occidentales, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus direct, où chaque mot qu'on dit doit signifier ce qu'il dit.
Et moi, je trouve que la beauté de notre culture, c'est aussi ces sous-entendus, cette finesse sociale, parce qu'on est, en fait, on vit collectivement. Donc, on apprend très tôt à comprendre les sous-entendus. Et j'ai choisi ce proverbe aussi parce que il fait une place au lecteur, en fait, à la personne qui écoute. Et moi, je pense que ce que j'essaye de faire en littérature, c'est vraiment de gratter le narrateur dominant et d'amener le lecteur à être acteur aussi de l'histoire, à faire des ellipses, ce dont il a envie, à se méfier aussi des histoires qui sont trop comment dire, dominantes, trop faciles, trop rondes, qui encapsulent un petit peu tout. Il y a toujours des oubliés, il y a toujours des gens auxquels on n'a pas donné la parole, que ce soit dans l'histoire, le roman national, que ce soit, comme disait Samira, quand on regarde par exemple Séminaire. Moi j'ai lu le livre de Samira et c'est vrai que j'ai trouvé que ce n'est pas qu'une réparation, c'est vraiment c'est renverser la hiérarchie. C'est se dire, il y a une sagesse amazigh, il y a des proverbes, il y a toute une culture que ces mineurs ont. Il y a aussi un rapport à la révolte, puisqu'ils se révoltent. Ils sont conscients de leurs conditions, ils exigent plus. Et je pense que la littérature, elle permet ça, elle permet de renverser un petit peu ces narrations-là et d'amener des personnes qu'on n'écoute pas d'habitude à s'exprimer. Très bien pour ce proverbe qui invite donc, comme le conseillait, je pense, Malinowski, le philosophe, qui mettait en avant l'écoute, l'observation participante. Donc il faut s'investir, c'est un appel à l'inclusion au fond, et pour éviter les fossés ou les biais cognitifs qui se glissent précisément dans la parole et qu'il faut être suffisamment attentif et généreux pour corriger peut-être ce qu'on peut penser être déroutant. Rania, le proverbe que vous avez choisi, vous qui venez d'une place forte de l'oralité africaine, les proverbes que nous convions, nous invitons ici, sont aussi une sagesse populaire. C'est pour aussi prendre en compte les richesses du passé. Alors moi, je ne voudrais pas usurper l'origine. Je ne suis pas Marrakchi. Oui. Je viens vraiment littéralement du verbe venir. Je viens de Marrakech en train, je suis venue en train, mais je suis de Rabat. Alors le proverbe que j'ai choisi, c'est « Li fait la fait kbila ». Pourquoi j'ai choisi? Alors déjà peut-être la traduction. On pourrait traduire ça par « celui qui a passé une nuit de plus sur cette terre a un tour de plus dans son sac ». Et c'est un proverbe sur lequel mon regard a un peu changé parce que quand j'étais dans ma prime jeunesse, oui. J'étais plus jeune, j'aimais pas ce proverbe parce que c'était une façon de liquider, en fait, pour les plus vieux, de liquider tout ce qu'on disait, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, en fait, un petit morveux, qu'est-ce que tu viens nous enquiquiner, écoute les plus vieux. La prime à l'ancienneté. Voilà. Et donc, c'est vraiment la célébration de la sagesse. Voilà, s'il y a un proverbe qui vraiment va à cette notion de sagesse africaine, c'est vraiment celui-ci. Et en grandissant, en fait, je me rends compte que peut-être les plus vieux n'ont pas tout à fait tort de recourir à ce proverbe à chaque fois qu'on les embête un peu avec nos idées de petits jeunes qui n'ont rien compris à la vie. Et c'est peut-être aussi que je vieillis tout simplement. Bien, vos nuits, je vous souhaite d'autres nuits encore plus belles évidemment et plus riches en intelligence à donner aux autres, mais vous en avez déjà, parce que écrire un livre sur la survie, c'est aussi l'une des thématiques aujourd'hui, comment échapper aux nombreuses épreuves que l'on rencontre, parfois aux déceptions aussi que la vie peut apporter. Maintenant, votre proverbe, chère Samira, quel est-il, ce proverbe que vous pouvez poser sur la table de la conversation? Ce n'est pas vraiment un proverbe, mais c'est un mot qui est une philosophie qui vient de la langue bantoue, qui me touche beaucoup. Et dans une époque de chaos comme celle que l'on vit actuellement, a du sens pour moi. C'est Ubuntu, vous connaissez peut-être, qui veut dire, c'est difficile à traduire, hein, donc qui veut dire « je suis parce que tu es ». Je suis parce que nous sommes, et je retrouve aussi dans vos écrits et dans vos narrations et dans le travail de mes collègues aussi
par la langue, en fait, la possibilité de comprendre ce que vit le personnage, ce que vit l'autre. Et voilà, c'est très beau, c'est assez touchant. Je pense à Merleau-Ponty, hein, La chair du monde, l'idée que ce qui se passe à l'autre bout de la planète me touche, me bouleverse, et ce que je suis à l'endroit, juste dans ma chambre quand j'écris, peut-être va aussi interférer sur l'autre. Donc voilà, quelque chose de très beau et de très juste, et qui demande beaucoup d'humilité aussi. Oui, Ubuntu convoque aussi l'altérité qui n'est pas du coup radicale, mais plutôt inclusive. Et un membre de cette académie a écrit un ouvrage sur Ubuntu, et vous le connaissez très bien, il enseigne à Columbia, mais est aussi membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Et je voulais, presque pour conclure notre rencontre, et avant de vous laisser redécouvrir votre ville Rabat et ses beautés, ses splendeurs, vous inviter, parce que vous avez écrit, nous parlons de vos premiers romans. Il y a eu une suite, naturellement, et je ne voudrais pas réduire votre production romanesque à un seul livre ou à une seule idée. S'il y en avait une autre à partager avec les lecteurs, précisément, qu'avez-vous à leur dire de votre laboratoire, de votre atelier d'écriture? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux lecteurs qui nous écoutent? Je commence par... c'est son quatrième roman. Par qui veut prendre la parole? Le 5e arrive. Je publie, vous savez, je suis très lente à publier. Hein. Je commence en 2008. 5 livres, c'est voilà. pas lenteur. Donc, le 5e arrive en janvier 2026. Et je suis... ce que je peux partager de l'écriture, c'est ça la question, hein, de mon atelier, à la lenteur, beaucoup de lenteur, des questions qui restent dans mon corps très longtemps, qui me harcèlent sans cesse. Et puis le sujet de ce colloque, hein, la difficulté pour une femme écrivaine de réunir les conditions spatiales, temporelles, financières, des conditions d'écriture qui sont absentes, avec lesquelles il faut dealer sans cesse et qui se retrouvent peut-être dans notre façon d'écrire aussi. Oui, les conditions sont rudes, c'est vrai, pour... quand on est une femme, mais aussi quand on est un homme, parce qu'on est confronté à la même difficulté technique pour réaliser son objet. Vous le savez, même si les chiffres sont ce qu'ils sont et disent bien les choses, la population des écrivains représente, dans la population des écrivains, les femmes représentent 15%. Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour aller non pas vers une égalité parfaite, mais vers un processus qui inclut davantage de femmes. Mais je vais me permettre de rebondir sur ce que vous dites, mais je trouve qu'il faut souligner l'exception marocaine. C'est quand même assez incroyable de voir que la littérature marocaine d'expression française est presque aujourd'hui presque exclusivement portée par des femmes. C'est-à-dire que quand on voit la production, et d'ailleurs cette anthologie en est le parfait exemple, d'un point de vue sociologique, c'est très intéressant. Moi, c'est une question que je me pose souvent, qu'on se pose souvent avec Ajal. On se dit, mais quand on regarde... Où sont passés les hommes? Où sont passés les hommes? Maï Binbul. Où sont passés les hommes? Mais je parle vraiment de la nouvelle génération. Je ne parle pas de nos aînés. Je parle vraiment de la nouvelle génération. La nouvelle génération est très féminine. Et je trouve ça vraiment très réjouissant, personnellement. Oui, il y a Leila Slimani, il y a Myriam Alaoui, qui est d'ailleurs aussi... qui sont dans le coffret. C'est vrai que Fatima Mernissi s'est dit que le travail paie. Donc, vous avez la parole pour l'adresse au lecteur, puisque vous ne vous êtes pas exprimé sur ce point. Dans la continuité de ce que dit Rania, je pense qu'on est de plus en plus nombreuses, même si les conditions matérielles ne sont pas toujours réunies, et surtout, comme
comme j'anime des ateliers d'écriture au Maroc, je me rends compte à quel point les imaginaires sont décolonisés. Il y a des textes qui vont être, je pense, de plus en plus ambitieux aussi. Moi, je rêve de la prochaine science-fiction marocaine, des romans policiers par dizaines. Je crois qu'on peut aussi s'autoriser à ouvrir des nouvelles portes de l'imaginaire, à ne pas se restreindre en fait, à nos territoires aussi, à inventer le monde. Merci beaucoup, cher Ajar. Vous avez mentionné à la fois Ngugi wa Thiong'o lorsque vous parlez de décoloniser les esprits, puisqu'il a écrit un formidable livre qui porte ce titre. Et Ngugi nous a quittés cette année, donc c'est aussi un hommage à son travail, à tout ce qu'il a laissé comme héritage, que nous revisiterons d'ailleurs ici à l'Académie du Royaume du Maroc, où nous lui avons déjà rendu hommage. Mais je pense que vous contribuerez, autant que vous êtes, à cette remémoration des personnages importants de notre littérature. J'évoquais Souleymane Bachir Diagne avec le concept de Ubuntu, et c'est sur ce concept, nous sommes, parce que nous respirons le même air et parce que nous avons le même amour pour l'échange et pour la réflexion mutualisée. C'est le but de cette chaire de littérature des arts africains qui a pour trépied à la fois le décloisonnement, la valorisation des littératures africaines et puis leur circulation. Nous vous souhaitons un bon séjour chez vous. Merci. À Rabat. Merci beaucoup.